Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 29 octobre 2025. Il est 19 h et ce soir, j'ai un invité que vous attendiez depuis longtemps avec un sujet qui vous passionne. Eh bien, c'est le docteur Vincent Reliquet qui vient sur ce plateau pour la deuxième fois et cette fois pour présenter un ouvrage intitulé Les pouvoirs de l'iode. Excellent ouvrage sur lequel nous allons travailler ce soir, parler ensemble, sachant qu'une foire aux questions sera prévue en fin d'entretien, donc gardez-les bien au chaud pour tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce, à partager l'émission, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, et les ouvrages donc derrière moi qui vont nous accompagner. Donc, Les pouvoirs de l'iode, le nouveau livre, avec son ancien livre Chronique de médecine contestataire. Nous avons également La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, Au cœur du pouvoir d'Emmanuel Ratier sur le dîner du siècle, pour montrer aussi le réseautage dans le milieu médical et scientifique. Isabelle Lagny, La pensée médicale en action, Complot mondial contre la santé de Claire Sévrac à nouveau. Et puis, Hold Up sur la vérité de mon invité de la semaine prochaine, Jean-Jacques Charbonnier, mardi prochain. C19, Pierre Lefebvre et Patrick Ledrapier, excellent bouquin également, avec qui j'en ai parlé à Lise Philippe notamment il y a quelques jours. Et enfin, La coupe est pleine de Sylvie Simon et Claire Sévrac. Et pour finir, les leçons de l'opération Covid-19 de l'abbé Olivier Rioux. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec le docteur Reliquet, n'étant pas issu du monde médical ni scientifique. Et donc, de ce fait, je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau. Donc, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, la Table 700, Mon cul sur la commode, la Scientologie, le Témoin de Jéhovah. Bref, je n'appartiens à rien. Je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement. Et je tiens à le rester. Je rappelle que bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Je salue la modération ce soir pour cette émission et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Vincent. Eh ben, quelle introduction! Alors comme ça, vous n'avez pas de réseau, vous êtes pas franc-maçon. Alors moi, je vais dire que j'ai pas de réseau, je suis pas franc-maçon non plus. Je suis ravi de vous voir. Je mets mon cul sur la commode quand je peux et les pieds dans le plat de temps en temps. Sinon, Non, c'est c'est vrai tout que ce que je veux dire. quand vous êtes venu la dernière fois, c'est vrai que même s'il y avait les déclarations de liens d'intérêt potentiels, mais il n'y avait pas le générique comme aujourd'hui. Bon, les choses ont un petit peu évolué, comme vous l'avez constaté. En tout cas, merci infiniment d'être là ce soir, sachant que, comme je vous le disais, l'émission était très attendue. Alors, je vais mettre carte sur table tout de suite, puisqu'avant le direct, on a parlé de votre livre et du PDF qui circule sur mes groupes Facebook, etc. Donc, je vais voir avec les éditions Guitry Daniel, mais a priori, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que ça circule, puisque je vais voir avec votre éditeur pour faire des lectures audio de vos deux ouvrages afin déjà de promouvoir vos écrits et vos travaux, mais également pour accompagner aussi ceux qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour acheter, mais qui peuvent toujours écouter sur la route notamment. Merci au public d'être là, sachant que on va parler donc de l'iode. Alors la dernière fois, nous avions parlé avec ce livre déjà très intéressant, Chronique de médecine contestataire, nous avions parlé notamment d'Octobre Rose, donc on va y revenir dans un instant puisque nous sommes encore au mois d'octobre. Ce sera l'occasion de parler de cette supercherie d'Octobre Rose. Et je salue d'ailleurs Jérémy Mercier qui a fait une excellente vidéo à ce sujet, entre autres. Et puis nous avons également parlé de la vitamine C, du zinc. On avait parlé aussi du bleu de méthylène et j'en parlerai tout à l'heure sans faire de publicité aucune, mais
j'ai mon flacon de bleu de méthylène aussi. C'est très utile en ce moment par les temps qui courent. Et enfin, eh bien, on va parler donc de l'iode aujourd'hui, de cette carence en iode quand même que la population a, des vertus que ça peut avoir, des aliments sur lesquels on peut se concentrer pour être complémenté, supplémenté en iode. Déjà, moi, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a amené à vous concentrer sur ce sujet-là plus que sur les autres? Ce qui se passe en général, c'est que on croit savoir un métier, on croit savoir certaines grands pans de médecine, et puis un jour, on s'aperçoit qu'on nous a totalement occulté certains moments importants, dont la biologie de l'iode. J'ai pas du tout compris pourquoi à 55 ans, j'ai dû avoir la très désagréable surprise de me rendre compte que je ne savais rien sur l'iode, à part 3 phrases banales sur l'implication de l'iode dans la thyroïde et puis point final. Et puis un jour, en lisant un article qui était quand même assez bien fait sur les résistances à l'amaigrissement chez les femmes, on signalait que des carences en iode pouvaient être responsables de ce genre de phénomène. Carence en iode, je me suis dit, mais carence en iode, puisqu'on ne parle même pas de l'iode, je peux même pas savoir ce que c'est qu'une carence. Et puis qu'est-ce qui se passe si on donne trop? Et puis qu'est-ce qui se passe si on donne pas assez? Et alors à partir de là, je suis parti à plusieurs mois seul, et puis ensuite c'est 2 ans de recherche, et je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi faire déjà un premier article que vous avez cité dans Chronique de médecine contestataire, et puis après en creusant j'en ai fait 300 pages, parce que il y a des cancers, il y a des enfance, il y a des femmes enceintes, il y a des troisième âge, il y a des pathologies cardiovasculaires, enfin il y en avait, à chaque fois qu'on sortait l'iode, on trouvait des choses. Donc voilà, c'est en fait ces 5 ans de travail qui ont été colligés avec une documentaliste qui travaillait très très bien, Madame Lefief, et avec lequel on a sorti ce livre qui d'ailleurs marche bien, et je suis content parce que à mon avis, effectivement, il peut aider considérablement tant les médecins qui connaissent absolument pas plus que moi il y a 5 ans, qui connaissaient pas plus que moi le problème, et puis surtout les patients, s'ils attendent que leur médecin se mette au courant, il va encore falloir attendre 15 ans, il vaut mieux qu'ils s'y mettent maintenant tout seul. Pour moi, ça fait partie des émissions ce soir d'utilité publique dans le sens où, au-delà, j'allais dire, caricaturalement de la figuration et de la façade que nous avons ce soir, si ça peut aider des gens dans la vie de tous les jours, c'est d'intérêt général. C'est pour ça, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, chouette, je vais apprendre des choses et en plus, on va pouvoir peut-être même sauver des vies. Parce que quand même, la couverture, les pouvoirs de l'iode, on a prévention des cancers, sachant que les cancers, ça rapporte à l'industrie pharmaceutique et pas qu'un peu. Lutte contre l'hypothyroïdie. Je sais que beaucoup de gens attendent impatiemment vos réponses sur l'hypo comme l'hyperthyroïdie, sur la dépression, l'eczéma, la fatigue. Et en fait, on se rend compte que c'est abyssal comme sujet l'iode. Alors, on connaît l'histoire des huîtres ou encore de l'eau de mer, etc. Alors justement, sans plus attendre, je vais lire la 4e de couverture, si vous me permettez. Donc, je cite. « Depuis les années 50, l'iode a été diabolisé, victime d'une immense erreur scientifique régulièrement colportée depuis. Il serait toxique. En réalité, cet oligoélément nous est totalement indispensable à un dosage approprié, non seulement pour le fonctionnement de la thyroïde, mais aussi pour celui du cerveau, du système cardiovasculaire, de l'estomac, de la peau, du pancréas, des organes génitaux, du système immunitaire. Malheureusement, les carences en iode frappent aujourd'hui une large majorité de la planète. En Europe, la France fait partie des plus touchées. Porté par près de 350 références d'articles scientifiques publiés dans le monde entier, ce livre démontre qu'il existe pourtant des solutions simples et accessibles à tous pour améliorer notre santé en faisant le plein idéal d'iode à tous les étages, femmes enceintes en tête, afin de retrouver le chemin vers la pleine santé. Le présent ouvrage vous propose également d'y voir plus clair en termes de supplémentation, les mauvais choix à éviter, les produits emblématiques et surtout la posologie à retenir. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que c'est comme le bleu de méthylène. On a des, comment dire, des, j'ai plus le terme exact, pas des allergies, mais en fait, il y a des gens qui peuvent pas manger certains aliments, mais qui sont pourtant composés d'iode ou composés d'autres choses. Ils sont récalcitrants à cela parce que le corps réagit mal. Et donc, de ce fait, moi, je ne suis pas médecin à titre personnel. J'ai reçu d'un ami énergéticien, David, je le salue, notamment le bleu de méthylène que voici. Je mettrai le lien
dans la foire aux questions tout à l'heure, si vous souhaitez, mais attention, je préfère que vous demandiez à un médecin, comme le docteur Oliquet ou à d'autres. Je ne veux pas être accusé de charlatanisme ou quoi que ce soit, je précise. Moi, c'est un cadeau que j'ai reçu, d'accord? Donc après, c'est sur un site internet. Et puis ensuite, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je montrais à Vincent tout à l'heure, ce que j'avais reçu, c'est JOD 16000. Alors, je vais mettre le partage d'écran sur le site internet qui a été présenté. Alors, c'est écrit en allemand, mais en version française, en fait, si j'arrive à le faire traduire, théoriquement, mais ça dépend. C'est en fait la posologie, enfin c'est la supplémentation en iode. Alors le jode de 16000, vous m'avez dit que c'était pas assez puissant, ça faisait pas la prévention contre les cancers. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Ouais, alors j'ai pas tout à fait dit ça. Je vous ai expliqué off que le jode 16000, c'est en fait une formulation extrêmement dosée d'iodure de potassium. L'iodure de potassium, c'est une forme de sel, d'iode, qui est totalement utile pour l'organisme, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire de mieux pour l'organisme. C'est-à-dire que si on veut rendre service vraiment à la personne à qui on va proposer l'iode, il faut lui proposer une formule qui serait plutôt équilibrée entre la moitié de iodure de potassium et la moitié d'iode moléculaire, I2. Donc, le produit que vous me présentez là, qui est un produit allemand, en fait, n'apporte que la moitié de la solution et apporte des doses très importantes. 16 mg, c'est quand même pas mal. Moi, je propose qu'on en rajoute un peu moins, mais surtout qu'on partage en deux entre moitié KI et moitié I2. C'est-à-dire qu'on ait la moitié d'iodure de potassium et la moitié de moléculaire. Voilà. Donc, c'est pas le produit que je choisirais et c'est pas le produit que je décris dans mon livre. Tout à fait. Alors justement, voilà, comme quoi, encore une fois, c'est important. C'est pas une incitation à quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai reçu et je voulais savoir justement où, sur quel site ça avait été vu. Donc, j'invite les auditeurs qui souhaitent se procurer de l'iode de vous contacter directement. Je crois que j'ai mis votre adresse mail, mais sans certitude. Mais de toute façon, ou pas votre adresse mail, mais non, je crois même pas qu'il y a le lien pour vous contacter. Leur conseil, c'est quand même de prendre le temps de lire tranquillement la partie thérapeutique du livre qui clôture l'ouvrage. Je vous fais des propositions sur 3 produits qui sont en fait les 3 fois les mêmes. C'est 3 fois un produit qui a été inventé par un médecin français à la toute fin du 19e siècle, début du 20e, qui s'appelait Jean Lugol. Et Jean Lugol a élaboré un produit liquide. Alors, en phase liquide, il n'est pas très pratique à utiliser par voie orale. C'est pour ça que le Lugol pur, à mon avis, est un produit qu'il vaut mieux ne pas utiliser. En plus, il tâche, il n'est pas très stable. C'est-à-dire que plus vous ouvrez, fermez la bouteille, plus vous perdez de l'iode. Mais vous avez des produits qui sont vendus par les Américains, qui sont 2 produits absolument identiques, et l'un ayant copié l'autre. Il y en a un qui est plus ancien, qui est plus cher, et l'autre qui est plus récent. Il a essayé de se tailler une part de marché. L'un, le plus ancien, s'appelle Iodoral, et l'autre, le plus récent, s'appelle Iodix. Et ces produits-là sont dosés à 12,5 mg et à parité à peu près équivalente entre KI et I2. Donc, c'est du Lugol parfait. Et ces produits-là peuvent être proposés à vraiment quasiment tout le monde. On va peut-être en reparler. Le Iodix, voilà, ça c'est le produit qui est pas trop cher. Pour 26,90 €, vous avez, je sais pas combien, 90 comprimés, j'imagine. Alors, il y a 12,5 mg. Ouais. En achetant ce produit, ils mettent pas. Si, 90 comprimés. Voilà. 90 comprimés. Bon, Iodix, alors 90 comprimés, c'est 3 mois. C'est pas mal. Je garde pour tout à l'heure pour la foire aux questions. Il y a des boîtes de beaucoup plus. Il y a des boîtes de 180, sans problème. Alors, justement, Vincent, on va commencer tout de suite à parler donc de l'ouvrage. Je le rappelle, Les pouvoirs de l'iode. Très bon livre. Et j'en profite aussi pour faire 2 clins d'œil déjà à Philippe Even, à qui vous rendez hommage, enfin vous parlez dans le bouquin sur le cholestérol. Il y a aussi Michel Delorgeril également, puisque j'essaierai de faire une émission avec Michel Delorgeril où nous parlerons du cholestérol et de la supercherie du cholestérol. C'est pareil, c'est un formatage intellectuel et scientifique depuis des décennies, et donc ça fera l'objet d'une autre émission plus tard. Mais en introduction, déjà, page 21, vous nous dites
Si l'on en croit les statistiques officielles de l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 3 dans le monde vit avec une carence en iode. Une personne sur 3 dans le monde. Donc il faut imaginer que c'est plus de 2 milliards de personnes, grosso modo. Et pourtant, qui s'en soucie vraiment? Toute l'Europe de l'Ouest est concernée, donc évidemment la France. Le pire dans cette affaire, c'est que nos autorités sanitaires, dans un document extrêmement complet, publié en 2005, ont démontré qu'elles en étaient parfaitement conscientes, mais probablement retenues par la crainte d'induire des catastrophes liées à d'éventuels surdosages alimentaires en iode. Elles ont choisi de n'élaborer aucune stratégie particulière pour y remédier. Donc en fait, il y a une intention de nuire, si je lis bien entre les lignes. Il y a une intention de ne pas se mêler. C'est quand même lamentable parce que c'est quand même un groupe d'experts qui a quand même vachement bien travaillé sur le plan du départ, hein, de la problématique. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail d'état des lieux parfait. Ils ont tiré l'essentiel des données mondiales et françaises. Et puis au moment de choisir et de décider de la conduite à tenir, ils ont décidé de rien faire. C'est quand même incroyable, mais ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans que rien n'a changé en France. Et ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a des catastrophes qui se nouent tous les jours. Il y a même des choses extraordinaires. Ces gens-là, ils ont écrit, pour les vieux, on ne sait pas. On ne sait pas où ils en sont de ce qu'ils mangent en quantité de d'iode parce qu'on n'a pas de données. Est-ce qu'on a reçu des données depuis 20 ans? Alors, on sait qu'on n'en a pas. On n'en avait pas en 2005. Il ne s'est rien passé depuis 20 ans parce qu'on a peur. On a peur de son ombre, on a peur du produit, on a récupéré une vieille trouille américaine des années 50, c'est-à-dire la peur des effets indésirables de trop d'iode, mais c'est un truc absolument délirant, j'en parle dans ce bouquin. C'est exactement comme le cholestérol. Hein. Il y a eu une étude absolument mal foutue une fois, qui a donné des résultats très bancaux, j'en sais rien. Et puis, l'industrie s'est jetée là-dessus en disant qu'il faut faire des médicaments anti-cholestérol. Et vous voyez ça depuis 1950 ou 60. C'est absolument incroyable. Oui, mais finalement, Vincent, si on regarde bien, vous parlez de l'industrie. Déjà, sans aller plus loin, on voit très bien que l'iode, est-ce que ça rapporte beaucoup à l'industrie pharmaceutique? Est-ce que, par exemple, l'hydroxychloroquine rapportait beaucoup à l'industrie pharmaceutique durant le Covid? Est-ce que l'ivermectine ou l'artémisia? Parce que vous en parlez aussi, je crois, un petit peu de cela indirectement. Vous, durant le Covid, vous avez été emmerdé affectueusement, pour reprendre le narratif présidentiel, par l'ordre des médecins, parce que en fait, vous faisiez votre boulot comme le docteur Labresse, comme Grégory Pamard, comme tant d'autres. Et donc, vous avez fait partie de ce. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est l'ironie de l'histoire, c'est que je vous aurais jamais connu autrement que si vous n'aviez pas été courageux durant le Covid à résister à la tyrannie covidiste et aujourd'hui à nous sortir des bouquins comme ça qui sont d'intérêt public parce que ça coûte pas très cher. On l'a vu, c'est une vingtaine d'euros. Alors, bien sûr, il y a toujours les finances des gens, mais là, c'est pour être en bonne santé, pour pas cher. C'est un truc à prendre au quotidien. Faut toujours prendre un avis d'un médecin quand même. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas là pour donner des conseils, mais moi, je le prends à titre personnel. Ça va mieux. Non pas que ça allait pire avant, mais en tout cas, je me sens bien, en bonne santé. En plus, pour le sommeil, il paraît que c'est excellent aussi. Enfin, les effets indésirables, ce serait la posologie. Donc forcément, c'est comme quand on prenait l'hydroxychloroquine ou d'autres traitements, c'est-à-dire que si on prend 15 fois la dose, forcément, il va se passer quelque chose. Mais c'est comme le bleu de méthylène, il y en a pour qui ça ne va pas, et encore une fois, c'est pas adapté à tous, donc prenez avis, voilà, vous voyez un petit peu avec le médecin, mais on voit que surtout l'iode, c'est dans nos aliments. Et justement, on voit que si on est carencé, c'est bien parce que les aliments qu'on mange ne sont pas forcément en adéquation avec le taux d'iode. À part les huîtres, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'aliments forcément du quotidien où il y en a. Et justement, est-ce que ce qu'on appelle la junk food, le fast-food, l'alimentation ultra transformée, les fast-food, etc., est-ce que ça contribue pas aussi à notre carence en iode, au fait que notre mode alimentaire depuis ces 15-20 dernières années a radicalement changé et qui fait qu'aujourd'hui, notre quotient intellectuel est de plus en plus bas parce que c'est ça aussi qu'on découvre dans ce livre, c'est que l'appellation crétin des Alpes est liée à une carence en iode aussi à l'origine. Bah, tout est vrai. Alors, le problème, il est abyssal. Moi, j'essaye d'expliquer dans mon livre
que si l'OMS nous a déclaré qu'on avait 2 milliards d'humains qui étaient en carence en iode, c'est selon leur niveau de carence. C'est-à-dire que eux déclarent une carence dès lors que les gens ont moins de 150 microgrammes d'iode dans les urines par litre. Mais moi, je prétends que la carence, c'est quasiment 100% des humains qui ont cette carence, parce que ce dosage, il est beaucoup trop bas. Si on veut avoir des gens qui ont un bon niveau d'imprégnation de leur tissu en iode, il faut leur donner certainement pas ces doses-là tous les jours. Il faut leur donner non pas des microgrammes d'iode, il faut leur donner 100 fois plus. Je prétends, et je explique dans ce livre, et pourtant, à mon avis, c'est largement démontré, que nous sommes à 1/100 des préconisations maximales et que l'OMS déclare que nous n'avons même pas obtenu le 1/100 du résultat, parce que 2 milliards de personnes sont en dessous du 1/100. Donc, vous voyez, la catastrophe, elle est vraiment absolue. Alors, elle est absolue dans le développement neuropsychique des bébés, elle est catastrophique dans le développement des cancers, des maladies cardiovasculaires, du surpoids, des pathologies neuropsychiques de l'adulte, c'est-à-dire les gens qui se mettent à avoir des difficultés de sommeil, des difficultés de mémoire, des difficultés de morale. Quand on voit le nombre de gens qui se disent déprimés en Europe, et particulièrement en France, on est sidéré de voir que personne ne se saisit de deux micronutriments, mais complètement importants. C'est l'iode, le magnésium. Bon, alors le magnésium, en ce moment, je fais pas mal de conférences autour du magnésium, mais l'iode, c'est quand même gravissime, parce que quand on n'a pas d'iode dès le départ, les femmes ont du mal à tomber enceintes, ou alors elles font des fausses couches, ou alors elles ont des bébés qui ont des niveaux d'intelligence inférieurs à ce qu'on a diagnostiqué en 1890. Je cite une étude qui est absolument sidérante. C'est un Danois a retrouvé une échelle de QI qu'on utilisait dans l'Angleterre victorienne pour stager l'intelligence des bébés des années 1880-90. Et donc, on a l'échelle, et puis on avait les résultats des enfants. Et des chercheurs en neuropsy se sont dit en 2020, on va faire pareil avec les enfants actuels. Eh bien, le QI des enfants actuels est inférieur aux enfants de 1880. Ça veut dire que malgré les carences alimentaires, malgré la pollution gigantesque que ces enfants londoniens vivaient en permanence, eh ben ces enfants-là, ils étaient plus intelligents que les nôtres aujourd'hui. Si ça, c'est pas un signal déprimant qu'il faut vraiment changer les choses, je sais pas quoi faire. Mais justement, je regardais hier soir, pour la petite anecdote, je me suis refait Idiocratie hier, de 2006. Je remettrai le lien parce que c'est en streaming gratuit que je l'ai vu. L'histoire se passe en 2005. Donc, le film date de 2005-2006, hein, quand même. C'était il y a 20 ans. Et c'est une expérience vous savez, comment dire, on enferme un cobaye pendant 1 an dans une forme pas de sarcophage, mais pendant 1 an et on voit comment il évolue. Le problème, c'est que ça a été oublié. C'est une expérience militaire qui a été oubliée. Et les deux personnes se retrouvent en 2505, où le niveau du quotient intellectuel est baissé à 86 sur le plan mondial. Sachant qu'apparemment en France, si j'ai bien compris certaines études, on serait à 98 à peu près aujourd'hui, 98-100, à moins que je me trompe. Mais j'allais dire, c'est presque un documentaire. Et surtout, dans le film, ce qui est intéressant, ce sont les 2 premières minutes, où on voit que les gens intellectuellement élevés, avec un fort taux de QI, hésitent beaucoup à faire des enfants vu la conjoncture actuelle. C'est incroyable comme c'est d'actualité. Quand c'est pas l'affaire du Covid, l'affaire des guerres, l'affaire du réchauffement climatique, de toutes ces saloperies qu'on nous balance à longueur de journée. Donc les gens ont de plus en plus de difficultés déjà d'une part à faire des enfants parce que les injections Covid ont fait énormément de stérilité et de fausses couches. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des études qui sont sorties. Alors forcément, c'est pas sur BFM que c'est sorti. En tout cas, pas de cette manière-là. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une peur intrinsèque. Moi, je vois beaucoup de jeunes
qui me disent j'ai pas envie de faire des enfants dans un monde-là. Et je leur ai dit mais tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils se sont pas dit la même chose et ça les a pas empêchés de faire des familles de 15 ? Et on voit bien que tout ça, c'est une forme d'auto-censure, même de son propre corps. Et quand on voit l'iode sur les femmes enceintes, ça contrebalance par rapport au tabac sur les femmes enceintes dans les années 50, puisque vous parlez des études des années 50. Et justement, dans les années 50, il y avait de la promotion pour la cigarette pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, ces dernières années, c'était la promotion des injections pour les femmes enceintes. On a quand même un ministre, que je ne citerai pas, qui a vacciné une femme enceinte en direct à la télévision. Ça, beaucoup l'ont oublié, mais c'est une incitation à une forme de crime, parce que l'enfant aujourd'hui, s'il naît, dans quelle proportion ça va être, quand ce n'est pas les questions d'autisme, etc. Et justement, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'iode peut avoir un effet, j'allais dire, contre-offensif contre les injections Covid qui ont été faites durant la période militaro-sanitaire, si je puis dire. Est-ce que ça peut contrebalancer les effets néfastes des blessures de guerre Covid ? Alors, la question est, en fait, vous voudriez qu'on puisse se détoxifier de la spike. Absolument. Il y a eu, à ma connaissance, mais j'ai un peu lâché la veille technologique sur l'iode, mais il y a pas eu de travaux particulièrement élaborés sur l'iode et spike. Il y a eu iode et Covid. Alors ça, extraordinaire, mais qu'on a étouffé, évidemment, puisqu'il fallait que rien ne marche. Donc évidemment, on a étouffé sur l'utilisation de l'iode en collutoire nasal. Il est clair que comme les virus passaient par voie aérienne, et ben si vous aviez une barrière absolument infranchissable au fond des fosses nasales, parce que vous aviez énormément d'iode, vous ne pouviez pas développer de virus de type Covid, pas plus que vous pouvez développer de virus de type grippe. Donc voilà, ça avait été un produit qui était proposé par les Canadiens à un moment donné et qui a été interdit en Europe pour surtout on n'a pas de données probantes, etc. Comme tout ce qu'on nous a interdit de faire, c'était qu'on n'avait pas de données ou que c'était dangereux. Donc oui, on a eu ça. Je voudrais revenir une dernière fois là, sur cette histoire d'intelligence des enfants. Je voudrais que vous vous souveniez d'un truc, là, c'était le classement PISA. Peut-être que certains de vos internautes se souviennent. Le classement PISA, c'est un classement qui sert à stager l'intelligence des enfants. Et on a des classements PISA mathématiques, etc. Et le dernier classement PISA mathématique, je précise que c'est pas sur le niveau de maths, c'est sur l'intelligence en maths. C'est-à-dire que, bah oui, ça veut dire qu'on ne veut pas savoir si le gamin de 15 ans, il a le niveau d'un terminal. On veut savoir si le gamin de 15 ans, il est capable de réfléchir à des problématiques mathématiques, même s'il n'a pas des connaissances en maths. Donc, ça n'a rien à voir entre le niveau de connaissance. C'est pas pareil. C'est juste la capacité à développer l'intelligence en maths. On a vu que les Français avaient encore baissé dans le classement PISA. Et les 3 premiers du classement PISA, c'est 3 pays qui sont des extrêmes orientaux, qui consomment de l'iode dans les algues en permanence, 3 fois par jour. Donc, vous avez Corée du Sud, la question que j'allais vous poser. Voilà. Les 3 sont alors évidemment, il y en a qui bouffent que des McDo et des machins, bien entendu. Mais chez ces gens-là, il y a une consommation d'algues très importante qui fait que ces enfants ont une intelligence, une vivacité exceptionnelle et ils sont les 3 meilleurs pays du monde. Donc, il faut juste penser aussi à ça. Donc, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui fait que les Japonais, les Chinois, même Taïwan, etc., mais c'est leur mode alimentaire, bien sûr. Et puis les Scandinaves, parce que souvent les Scandinaves sont aussi dans de bons classements, alors pas forcément au niveau PISA. Je crois que la France, dans mes souvenirs, a vérifié, mais je crois qu'en français, on est 26e ou 27e derrière Chypre et Malte, quelque chose comme ça. Oui, on a perdu 3 ou 4 points depuis le dernier classement en quelques années. Mais Vincent, si je puis me permettre, avec Bernard Cron, il y a plus d'1 an de ça, on avait fait une émission sur le classement des hôpitaux français. Il faut bien imaginer qu'en 1970, nous étions premiers. 5e, 6e, premier, il y a 55 ans de cela, à la mort du général de Gaulle, pour restituer, on est passé 26e ou 27e. Donc, est-ce que, l'effondrement est général,
que ce soit l'école, la santé, la justice, ça c'est un constat que tout le monde peut faire. Mais est-ce que l'alimentation finalement n'est pas un des socles primaires de notre société, en plus de l'éducation, de la culture, etc. Parce que ce qu'on a dans notre assiette, j'ai oublié de le ressortir, mais je vais le ressortir, parce que forcément, il y a ceci, Corinne Gouget. Je pense à elle ce soir parce qu'elle avait fait un énorme boulot et d'ailleurs, j'envisage de faire une lecture audio de son bouquin parce que c'est d'utilité publique. Marion Kaplan aussi en parlait entre autres. Mais est-ce que finalement cet empoisonnement alimentaire que nous subissons depuis des décennies, j'allais dire, participe pleinement à ce que nous vivons en matière de cancer, etc. Est-ce que vous avez enquêté sur les chiffres du cancer concernant le côté lucratif pour le système? Parce qu'on voit que pour le tabac, ça rapporterait 100 milliards chaque année, au moins 100 milliards pour les industriels. Mais est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui ce que rapporte le cancer? Parce qu'on pense à ce que ça coûte aux contribuables, mais à ce que ça rapporte pour les lobbies et les industriels. Parce que quand on comprend ça, on comprend d'où vient le problème en réalité. Alors, c'est à mon avis totalement incalculable, ou alors il faut être dans le secret des dieux, il faut avoir les statistiques de la sécurité sociale, il faut être installé à un niveau extrêmement élevé de partage des données. Ce qu'on sait, vous l'avez parfaitement compris, c'est que quand être malade, c'est une ressource industrielle, c'est une ressource financière, c'est une ressource boursière. Faites tomber demain un mastodonte du pharmaceutique dans le monde, les bourses dans le monde entier vont vaciller. C'est exactement comme si quand on a fait péter Lehman Brothers qui est tombé tout seul sur la crise des subprimes, ça a failli faire s'écrouler tout l'édifice. Demain, Merck tombe d'une manière brutale, ou AstraZeneca ou Pfizer, ça serait très mal reçu par les milieux financiers. Donc, il faut bien comprendre que ces gens-là ont acquis un niveau de puissance absolument colossal. Ils contrôlent absolument tout, mais tout. C'est-à-dire le niveau européen, le Bruxelles, c'est chez eux, tout le monde le sait. Vous avez vu Covid, ils ont immédiatement fait venir McKinsey et Havas. Et puis ces gens-là conseillaient aussi Pfizer, et conseillaient aussi les Américains, et conseillaient aussi la CIA, et conseillaient. Donc voilà, ces gens-là ont une puissance tentaculaire absolument gigantesque, qui sont capables de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je voulais juste vous dire que voilà, quand vous prenez le guide des bonnes pratiques qui sont édictés, ces guides-là sont édictés par des endocrinologues chevronnés, de bonne réputation. La première chose qu'ils vous écrivent sur le chapitre de l'hypothyroïdie, ils vous disent il faut donner des hormones thyroïdiennes. La première chose, c'est donner des hormones thyroïdiennes. Il n'est pas question de savoir si la thyroïde fonctionne pas bien parce qu'elle manque d'iode. Ça, c'est même pas la peine, c'est même pas évoqué. La carence en iode dans l'hypothyroïdie, dans les guides de bonnes pratiques en France, ça ne fait même pas 2 mots, pas une demi-ligne, rien. À partir du moment où quelqu'un a une hypothyroïdie, on doit immédiatement lui donner des hormones. Mais c'est absolument lamentable et scandaleux. C'est presque criminel, parce que ça fait passer la carence en iode comme quelque chose de banal. Mais c'est pas banal, parce que le sein a besoin d'iode, le cerveau a besoin d'iode, l'estomac, les ovaires, les testicules, la prostate, la peau, les yeux, les cheveux. Ils ont besoin d'hormones thyroïdiennes, mais ils ont besoin d'iode. Et quand on veut réduire le problème de l'hypothyroïdie à donner de l'Levothyrox, vous comprenez bien que l'Levothyrox, c'est évidemment un labo qui se fait des bénéfices absolument sidérants. Oui. C'est le plus gros médicament au monde qui fait le plus de bénéfices. Donc vous imaginez, dans le monde entier, il n'est pas question d'aller proposer de l'iode à 1 € le kilo, là. Il est question de proposer des hormones thyroïdiennes vendues par Merck, et c'est absolument insupportable. Voilà. Un patient guéri égale un client perdu. Ça résume l'intégralité.
Je vous propose qu'on parle des solutions avant de passer à la foire aux questions, parce que je sais qu'il y en aura plus d'une dizaine de foires aux questions. D'ailleurs, j'ai réouvert le chat et chers auditeurs, merci d'être présents. Vous êtes quasiment 1000 en direct, donc n'hésitez pas à diffuser au maximum l'émission. Je rappelle donc les pouvoirs de l'iode. Posez uniquement des questions dans le chat, sinon on ne prendra pas le commentaire. Alors, enfin, de vraies solutions, page 157. Donc, vous recommandez, par exemple, de respirer le bon air de la mer. Alors, on me parle souvent de René Quinton, d'ailleurs, en matière d'eau de mer. Et puis, on évoque l'eau de mer qui soigne, entre autres, avec aussi d'autres facteurs comme la vitamine A ou encore le sélénium, le fer, le magnésium, le zinc, tout ce qui était recommandé, tout ce qui n'était pas recommandé durant le Covid ou pas évoqué, mais qui était recommandé par certains médecins résistants, les vitamines du groupe B, le B2, etc. Donc, je vous laisse nous en parler parce que qu'est-ce que ces vitamines qu'on a dans notre alimentation? Déjà, dans quel genre d'aliments? Parce qu'on n'en a pas forcément partout. Et comment, j'allais dire, au-delà de les manger, est-ce qu'il peut y avoir, entre guillemets, des comprimés comme l'iode pour se supplémenter? Alors, le problème de l'iode et de l'alimentation, il est vite compris. C'est-à-dire qu'avant, donc il y a quelques millions d'années, la croûte terrestre était imprégnée d'iode, de l'iode des océans. En fait, il faut se souvenir que la première terre était une terre non immergée, il n'y avait que des océans, et que les terres qui sont apparues étaient en fait très imprégnées par tous les sels minéraux océaniques. Il se trouve que depuis des millions d'années, il y a beaucoup plu avec de l'eau douce et que ces pluies ont lessivé les sols en profondeur et ont emmené toute l'iode terrestre dans les mers. Les premiers endroits les plus lessivés ont été les endroits où il y avait le plus de pente, évidemment, et ben c'était les montagnes. Ça veut dire que les montagnes qui sont loin de la mer, genre les Alpes, etc., sont des endroits où très vite on a vu disparaître quasiment totalement l'iode. Donc ces gens-là qui consommaient des vaches, de l'herbe, etc., se sont vus très vite carencés en iode bien plus que dans les plaines et bien plus évidemment que sur les littoraux où quand il pleut, on a en général des entrées maritimes. Ça veut dire que la pluie, c'est en fait de l'océan vaporisé qui retombe sur le sol. Donc, il y a de l'iode dans l'océan. Donc, il y a de l'iode qui retombe sur les littoraux. Mais dans les endroits très éloignés de la mer, eh bien, ce ne sont pas des entrées maritimes. Ce sont des pluies non maritimes. Et bien là, il n'y a pas d'iode. Donc, tout ce qui va sortir de terre dans les endroits que je vous ai précisés, c'est-à-dire éloignés des littoraux, eh bien, plus ça ira et plus il y aura de carence en iode, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'iode du tout. Donc, vous pouvez manger ce que vous voulez qui vient des Alpes ou des Pyrénées, vous avez pas d'iode. Voilà. Bon, et puis par contre, si vous mangez un peu en Bretagne, vous avez de l'iode, un peu plus. Donc, qu'est-ce qui reste en fait? L'iode, vous la voyez dans quoi? Dans les poissons. Mais encore une fois, j'explique dans mon livre que si vous chauffez un poisson, l'iode est très fragile, donc ça va disparaître au moment de la cuisson. Donc l'iode va se vaporiser. Donc vous aurez à nouveau plus votre iode dans la viande de poisson parce que vous l'aurez chauffé. Alors, plus vous chauffez fort et plus vous perdez l'iode. C'est-à-dire que si vous balancez un poisson au barbecue, il n'y a plus d'iode du tout. Si vous le faites cuire doucement dans un panier vapeur, il y en aura un peu plus. Donc attention, les fruits de mer, il y a un peu d'iode, mais plus vous cuisez, moins vous la gardez. Après, vous avez les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, pourquoi il y a de l'iode dans les produits laitiers? Je viens de vous dire qu'une vache, ça broute, et puis que s'il n'y a pas d'iode au sol, ben, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'iode dans son lait. Il se trouve que la vache, on lui donne des compléments alimentaires iodés. Donc, elle va introduire de l'iode dans son lait, puisque dans les compléments alimentaires, on a mis l'iode. Et puis enfin, les vaches, avant de les traire, on nettoie les trayons avec des produits iodés, des bétadines. Donc, la bétadine coule dans le lait, et on le sait, et on le laisse, parce que c'est le seul moment où on sait qu'on va avoir un peu d'iode dans l'alimentation de tout le monde, c'est dans le produit laitier. Donc là, vous voyez, Nicolas, là, on sent bien arriver le moment gravissime. C'est qu'est-ce qui se passe pour les populations qui n'ont pas de produits laitiers jamais, soit parce qu'ils sont intolérants,
soit parce qu'on a dit que c'était pas bon pour leur santé, etc. Et donc qui se coupent complètement de tout produit laitier. Je peux vous dire que ces gens-là ont des ioduries, des niveaux d'iode qui sont parfois indosables. Indosables. Alors je peux vous dire que ceux-là, ils sont malades. Hein. Mais ceux-là, ils ne le savent pas. Et personne ne leur dit rien. Et là où c'est gravissime, c'est les enfants, les bébés, à qui on déclare qu'ils sont intolérants aux protéines de lait de vache. Ça, c'est complètement possible, ou au lactose. Et on les passe aux laits végétaux, mais ils ne sont pas iodés, les végétaux. Donc, ces enfants-là poussent à partir de parfois à l'âge de 4, 5 mois. Ils sont mis aux laits végétaux jusqu'à l'âge de 1 an et demi, et ils n'ont pas de lait, et ils n'ont pas d'iode. Et alors, ces enfants-là, ils ont absolument toutes les misères de la vie possibles parce qu'ils n'ont pas eu d'iode au moment où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire dans le moment où ils constituent leur cerveau. Donc, les enfants qui n'ont pas de lait sont des enfants en énorme danger de problèmes neuropsy et de croissance. Parce que sans iode, les enfants sont petits. Vous voyez, ça va vachement loin. Hein. Alors, cher Vincent, j'ai une quinzaine de questions qui viennent d'arriver entre-temps. Donc, on va passer tout le reste de l'émission à le faire. On va essayer de terminer pour 20h30, puisque vous avez des impératifs, c'est normal. Donc, merci déjà, vous êtes plus de 1000 à nous suivre en direct. Alors, je remets, puisque vous m'avez confirmé, Vincent, pour le Iodix, 2,5 mg. Voilà, je le mets dans le lien pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Il n'y a pas d'incitation à la consommation, mais comme certains posent la question à savoir comment se procurer de l'iode, c'est un exemple. Voilà, donc je le mets ici. Ensuite, j'ai d'autres questions, notamment, alors Jacqueline qui nous demande, est-ce qu'on trouve de l'iode dans le sel de mer? Alors, le sel de mer, ça va dépendre de ce que vous allez récupérer comme sel. Si c'est un sel de Guérande, je vous rappelle que ce sel, il est récupéré par évaporation de l'eau de mer. Donc, évaporation de l'eau de mer, l'iode, elle n'est pas restée 2 secondes dans le marais salant. Vous n'avez absolument pas d'iode dans du sel de Guérande. Vous avez du sel, de l'iode dans les sels qui ont été reiodés. C'est comme ça qu'on a sauvé les Isérois au 19e siècle. On a mis un tout petit peu d'iode dans le sel alimentaire et ça a suffi pour qu'il n'ait plus de goitre. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il soit surintelligent. Mais à l'époque, en 1880, la mortalité, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Donc, c'était pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui où on essaye d'arriver à 80, 90 ans. Donc, le sel iodé, ça existe, mais ça n'est plus obligatoire en Europe. Parce qu'on a laissé la concurrence débridée européenne nous envahir avec absolument tout et n'importe quoi. Avant, on avait obligation d'ioder le sel. Maintenant, on n'a plus l'obligation. Donc, quand vous achetez une grosse salière, vérifiez qu'il y a marqué iodé. Si c'est pas marqué iodé, elle n'est pas été réiodée. Alors, dernière chose importante à savoir, l'iode, c'est un halogéné. C'est un groupe dans les classifications des éléments dans lequel il y a aussi le chlore. Et donc, les halogénés se détestent entre eux. Donc, si vous mettez de l'iode et du chlore en même temps, ce qu'on fait dans le sel, eh ben, en fait, l'iode se sépare du chlore très vite. Donc, dans le sel iodé, l'iode disparaît très vite de la salière parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le chlorure de sodium que vous avez associé avec lui. Donc, il y a de l'iode, mais plus vous attendez salière ouverte, et moins vous avez d'iode persistant dans votre salière. Donc, encore une fois, ça n'est pas une bonne méthode de se ioder en disant « j'ai du sel iodé, ça va aller ». Non, jamais de la vie. Très bien. Alors, à partir de quel âge peut-on donner de l'iode? Ah ben, je viens de répondre. Avant naissance. C'est pas compliqué. Oui, donc, femmes enceintes aussi, oui. Femmes enceintes, mais obligatoire. Alors là, l'OMS a bougé une oreille et a dit qu'il faudrait presque doubler les doses d'iode pour les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que la femme enceinte va perdre la moitié de son stock d'iode dans le fœtus. Donc, bien sûr qu'il faut que les femmes enceintes aient beaucoup plus d'iode. Mais encore une fois, c'est pas les préconisations actuelles qu'il faut respecter. Il faut proposer plusieurs milligrammes d'iode à la maman, comme ça, à la future maman, comme ça, le futur bébé in utero, il se charge en iode, et à la naissance, s'il est au sein d'une maman qui prend beaucoup d'iode,
lui continuera à avoir beaucoup d'iode pendant tout le temps où il sera au sein. S'il n'est pas au sein, il faudrait théoriquement lui apporter de l'iode en gouttes, parce que là, on ne peut pas utiliser l'iodix ou l'iode oral que vous avez présenté tout à l'heure. On a des gouttes de Lugol. Et alors, la quantité de Lugol à donner, alors là, il faut que les gens fassent attention. Je précise que dans les premières éditions de mon livre, il y a eu une erreur sur la quantité de Lugol, de d'iode dans le Lugol à 1%. Alors, je redonne les bonnes doses. Il y a 10 mg d'iode dans 10 gouttes de Lugol à 1%. Voilà, dans 20 gouttes de Lugol à 1%. Donc, il faut donner 0,2 mg par kilo de bébé. Un bébé qui fait 5 kg, 5 fois 10, il faut lui donner 1 mg d'iode. Voilà, pas plus. D'accord. Très bien, ça répondait à certaines questions posées là-dessus, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a une allergie à l'iode? Est-ce que c'est possible d'être allergique à l'iode? Pas à l'iode. Il est totalement impossible d'être allergique à l'iode, mais par contre, il est totalement possible d'être allergique à des produits iodés. Il faut bien comprendre que l'iode, c'est un atome. Donc l'iode, à lui seul, ne peut pas déclencher d'allergie. Puis d'ailleurs, vous ne pouvez pas déclencher d'allergie à un produit qui vous est nécessaire. Sinon, vous seriez mort avant même d'avoir commencé à vivre. Vous ne pouvez pas être allergique à un produit qui vous est nécessaire. Vous ne pouvez pas être allergique à l'oxygène, vous ne pouvez pas être allergique au carbone, vous ne pouvez pas être allergique au magnésium, c'est impossible. En revanche, vous pouvez être allergique à un produit iodé, à un produit de contraste, de radiologie, à un produit antiseptique qu'on se met sur la peau. On peut faire une allergie cutanée à la bétadine. On peut être allergique à des protéines tenues par des crustacés iodés. Oui, on peut être allergique aux crevettes, mais c'est pas forcément. Ça peut être la protéine de la crevette qui est iodée, mais pas l'iode. Donc oui, on peut être allergique à un produit iodé, mais non pas à l'iode. Voilà. Alors, par exemple, Céit nous dit, j'ai de l'iode 5%, je devrais prendre combien de gouttes par jour? Alors attention avec les produits très dosés parce que ça va lui tacher les dents. Moi, je lui conseille de ne pas utiliser l'iode, ça à 5%, et en plus, ça fout des brûlures d'estomac. Ah ouais. Oui, parce que c'est un oxydant. C'est pour ça que les comprimés sont importants parce qu'ils sont gastro-résistants. Ces comprimés, ils se délitent pas dans l'estomac. Voilà. Ils sont durs. Petit, avec un verre d'eau, et puis un par jour. C'est ce que j'ai. Ces produits-là, ils se délitent pas dans l'estomac et ils donnent pas de brûlure d'estomac. Alors que des gouttes à 5%, c'est quand même assez dosé et ça risque de donner des brûlures d'estomac et une teinte absolument odieuse aux dents. Ça donne les dents jaunes. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne quand vous mettez de l'iode à 5% dans un verre d'eau. Vous gardez votre verre pendant 10 jours, mais vous ne récupérerez jamais votre verre. Il est jaune pour la vie. Il a été taché, le verre s'est imprégné d'iode, c'est mort. Donc, oubliez pour les adultes, oubliez la forme liquide parce que ça n'est pas pratique et ça n'est pas fiable. Voilà, il vaut mieux se chercher des comprimés pour les adultes. Pour les enfants, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser du Lugol. Alors pour les enfants, on leur met des gouttes sur un morceau de pain ou dans une cuillère de compote pour pas qu'ils le gardent dans la bouche trop longtemps. Cuillère de compote, c'est très bien. Est-ce que vous faites des conférences en France, à la région parisienne, etc.? Alors oui, bien sûr, mais tout le temps. Le problème, c'est que j'ai aussi, je travaille, j'ai un métier, et puis surtout, vous le savez, Nicolas, je m'astreins à sortir une nouvelle, un chapitre des chroniques tous les mois, donc j'ai aussi énormément de travail. Donc, je donne des conférences. Si les gens veulent chercher des conférences sur l'iode, à mon avis, ils n'auront aucun mal à en trouver sur YouTube ou Crowdbunker. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tous les gens qui m'ont enregistré ont mis très gentiment ça gratuitement à la disposition des gens. Mais encore une fois, dans une conférence, on ne peut pas aller aussi loin que dans un livre. Si vous voulez des choses précises, si vous voulez des données irrévocables, c'est dans le bouquin. Si vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte, c'est la référence, il y en a 350. Les références, elles sont super faciles à trouver. Hein. Donc, pour vous dégourdir, déjà, dans Chronique de médecine contestataire, il y a un article
tome 1. Mais sinon, il y a effectivement les confs. Mais si vous voulez vraiment très sérieusement vous intéresser à la problématique de l'iode, il faut aller chercher le bouquin, c'est évident. Alors, question de Maëlys. Quelle dose préconisez-vous en simple entretien? Quelle forme est la meilleure? Pouvez-vous nous... Ah oui, bah ça, on a déjà répondu à ça. Alors, la forme. Ouais. La dose, on n'en a pas parlé. Mais la dose, grosso modo. Alors, j'explique que c'est compliqué, cette histoire de dose, parce que comme depuis très longtemps, personne n'a voulu prescrire de l'iode, en fait, quand on fait une recherche de littérature, on s'aperçoit qu'on a effectivement quand même des thérapeutes qui utilisent l'iode, mais on n'en a pas non plus 5000. Bon. Donc, quelle est la quantité, pour qui, pourquoi? J'explique aussi deux choses. J'explique que l'homme et la femme n'ont jamais été égaux biologiquement. Ça paraît débile à dire, mais là, sur le plan d'iode, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que les femmes, elles accouchent. Les femmes, elles sont enceintes et les femmes ont une poitrine. Donc, c'est quand même trois raisons qui fait que... Jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais bientôt, ça changera, je sais. Bon. En ce moment, voilà, on se pose des questions, mais oui. Pour l'instant, disons que c'est les femmes qui accouchent, qui ont des poitrines dans lesquelles il y a du tissu mammaire, parce que bientôt les hommes auront... Enfin bon, bref. Donc, ces femmes ont trois raisons d'avoir un déséquilibre majeur de leur statut iodé au cours de leur vie. Trois raisons, mais ça peut arriver plusieurs fois. C'est 5 grossesses, pendant 5 fois, elles vont mettre leur stock d'iode au tapis pour leur enfant. Donc, les femmes ont besoin de plus d'iode pour nourrir leur thyroïde, leur cerveau, mais aussi leur poitrine, le tissu mammaire et leurs organes génitaux, ovaires, utérus. Donc les femmes ont beaucoup plus besoin d'iode que les hommes qui ont une prostate. C'est vrai, quand ils se mettent sous iode après 50 ans, les hommes sont contents en général de ne plus avoir besoin de se lever la nuit. Parce que, comme par hasard, la prostate diminue en taille et devient plus ferme, donc elle pousse moins sur la vessie et elle gêne moins. Donc, une femme a probablement un peu plus besoin d'iode qu'un homme quand elle a une poitrine plantureuse. Si elle a une poitrine pas trop importante, elle peut très bien prendre une dose absolument banale comme les hommes. Et la dose banale que tout le monde s'accorde à penser comme correcte, c'est 12,5 mg. Voilà, c'est-à-dire un comprimé d'iode X ou un comprimé d'iode oral. Ça, c'est parfait. Bon. Maintenant, après, il y a les gens qui ont, les femmes qui ont des grosses poitrines. Après, il y a les gens qui ont une maladie dont on imagine que la maladie est liée à la carence en iode. C'est surtout aujourd'hui le cancer du sein. Le cancer du sein chez les femmes carencées en iode, c'est une catastrophe. En revanche, quand ces femmes-là, on leur remet un bon niveau tissulaire d'iode parce qu'on leur a donné beaucoup d'iode pendant plusieurs mois, il semblerait, je vais rester prudent, mais il semblerait que les rechutes et les récidives de cancer chez ces femmes-là, alors hormis les femmes qui ont des formes génétiques où probablement, hélas, elles sont très à risque de rechute, mais pour toutes les autres, eh bien, ces femmes-là font beaucoup moins de cancer du sein dès lors qu'on leur a donné beaucoup d'iode pendant pas mal de mois. Alors, en général, on leur donne entre 50 et 100 mg d'iode par jour pendant 6 mois, et ensuite, on retombe à des niveaux de 12 ou 25 jusqu'à la fin de leur jour. Pour les protéger, on leur donne de grosses doses. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on leur donne de l'iode, elles vont saturer leur tissu d'iode et non pas de brome ou de fluor ou de perturbateurs endocriniens à la con qu'elles vont retrouver dans leur alimentation, dans leurs produits de beauté, dans leur je sais pas quoi. Et voilà. Donc, il est vraiment très important d'avoir ça en tête. Les femmes ont un besoin en iode considérable. Voilà. Parfait. Alors, les questions s'accumulent. Merci déjà, Vincent, de prendre le temps d'y répondre. On ne pourra pas répondre à tout, mais dans l'essentiel, parce qu'on parle pas mal de deux choses. Déjà, du sel de Nigari et aussi de l'eau de Quinton. Alors, le sel de Nigari, est-ce que vous recommandez? Parce que le sel de Nigari, c'est un cas particulier. Super produit, super produit, très riche en iode, absolument riche en iode d'ailleurs, ou riche en magnésium. Attendez, j'ai un doute là. Ça, il faut vérifier tout de suite. Nigari, parce que je suis en train de faire tellement de conf sur le. Je fais en Nigari. Richesse en magnésium.
Ah oui, voilà. Donc voilà, c'est du magnésium. Vous avez pas d'iode dans le Nigari. Mais La source. vous avez alors c'est un super produit pour le chlorure de magnésium. Là, il n'y a pas de problème. Le Nigari, c'est un produit qui est remarquable pour équilibrer les gens qui sont stressés, qui sont constipés, qui ont un mauvais sommeil, qui sont angoissés. C'est des produits remarquables. Après, vous avez des compléments alimentaires. Mais ces produits-là sont des produits impeccables. Mais attention, vous avez pas d'iode là-dedans. Voilà, ou très peu. C'est surtout un produit riche en magnésium. D'accord. Et concernant l'eau de Quinton, parce qu'on en parle beaucoup. Ouais, alors, l'eau de Quinton, il faut savoir que vous avez deux déclinaisons. Qu'est-ce que c'est que l'eau de Quinton? C'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer à une concentration variable. Pourquoi on appelle ça eau de Quinton et pas eau de mer? Tout simplement parce qu'on a pris l'eau de mer, on l'a ultra filtrée avec des mailles de filtre de 0,22 microns. Donc, on a dégagé les virus, les bactéries, les spores, les champignons, tout ça, il n'y a plus rien. Donc, c'est complètement stérile. C'est un produit qui aussi voit disparaître quelques grosses protéines, mais le sérum de Quinton est un produit qui est un produit stérile. Il n'est pas forcément injectable. L'eau de Quinton, le sérum de Quinton, hypertonique, c'est de l'eau de mer filtrée. Point final. Ça reste super salé, à 33 grammes par litre. Donc, on peut faire des choses avec ça. On peut le boire, par exemple. Ça, c'est un produit remarquablement revitalisant, reminéralisant. Mais il y a des voies d'administration qu'on ne peut pas utiliser dans l'hypertonique. On s'en met dans le nez, on se brûle le nez, c'est bien trop salé. Et puis surtout, c'est absolument injectable parce que votre sérum sanguin, lui, il est salé à 9 grammes. Donc, si vous voulez utiliser des sérums marins en injectable, c'est tout à fait faisable. Ça a été fait depuis 1907, mais il faut prendre de l'isotonique. C'est pas de l'hypertonique, c'est de l'isotonique. L'isotonique, on a rajouté à l'eau de mer 2 fois son poids en eau de source. C'est-à-dire qu'il y a 1/3 d'eau de mer, 2/3 d'eau de source, et grosso modo, on est à 9 grammes. Et là, on a la même salinité que votre sérum sanguin. Et là, on fait ce qu'on veut avec ça. On peut l'injecter, c'est ce qui me vaut tous les ennuis de la Terre, parce qu'on m'explique que je suis un grand malade. Je fais juste ce qui se fait depuis 1907 à l'Hôtel Dieu à Paris. On a soigné des millions de gens avec ça, et puis on l'utilise encore aujourd'hui, et on fait des miracles avec ce truc-là. Bon. Donc l'eau de mer, alors pour ce qui est des rapports, des quantités de d'iode, le problème c'est que l'iode c'est un élément trace, c'est-à-dire que c'est super peu dosé dans l'eau de mer. Il y a évidemment beaucoup d'iode dans l'eau de mer, parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eau de mer. Mais pour 1 litre, vous avez extrêmement peu d'iode. On pense qu'il y a à peu près, pour vous donner une idée, à peu près 60 microgrammes d'iode par litre d'eau de mer pure. C'est-à-dire que si vous reprenez un isotonique où vous avez mis 2 fois de l'eau de source, vous voyez qu'il y a encore 2 fois, il y a plus de 20 microgrammes. Bon, ça, c'est complètement pas assez pour équilibrer un être humain. C'est impossible. Donc, n'attendez pas que d'aller beaucoup mieux avec en consommant des sérums isotoniques. Encore une fois, et je le déplore, j'ai des gens qui me disent, mais docteur, moi, quand je prends du sérum hypertonique, je vais mieux. Ben, je dis, ben, c'est très bien. Heureusement, ça veut dire que vous avez une carence gigantesque et qu'à chaque fois que vous prenez quelques petits microgrammes d'iode, ça va mieux parce que vous en manquez tellement. Alors, on fait une iodurie, c'est-à-dire un dosage urinaire, et puis les nanas, elles repartent horrifiées en comprenant qu'elles sont évidemment extrêmement carencées. Et après, on les supplémente, et après, elles vont très très bien. Donc, retenez que les sérums de Quinton ne sont pas utilisables pour vous apporter suffisamment d'iode, c'est impossible. Alors, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, docteur. On va faire une petite pause. Déjà pour remercier tous ceux qui sont là ce soir. Vous êtes presque 1200 en direct. N'hésitez pas à diffuser, à partager, etc. Je remets la fameuse, comment dire, le fameux Iodix dont on parlait en début d'émission. Donc, c'est un complément pour l'iode
90 comprimés. Alors pourquoi je remonte ça? C'est pas pour la publicité, pas du tout. C'est simplement parce qu'il y a des choses pour faire une sorte de synthèse de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Donc on va faire une synthèse, parce qu'on pourra pas répondre à toutes les questions. Mais l'iode, c'est un oligoélément indispensable à la vie. Son rôle biologique principal est de soutenir la production des hormones thyroïdiennes, triiodothyronine, T3 et thyroxine T4. La glande thyroïde, le tissu mammaire et le tractus gastro-intestinal partagent certaines similitudes qui contiennent tous une forte concentration d'iode. Les cellules qui tapissent l'estomac concentrent notamment l'iode, profitant de ses effets antioxydants. Même en l'absence de symptômes évidents, l'hypothyroïdie, c'est-à-dire la carence en iode, peut contribuer à l'apparition de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux et augmenter le risque de mourir de ces maladies. Les avantages, c'est que le rôle principal de l'iode, c'est de soutenir la synthèse des hormones thyroïdiennes. L'iode joue généralement également un rôle important dans le neurodéveloppement fœtal et le développement cognitif chez les enfants, favorise la santé des tissus mammaires chez les femmes et c'est un micronutriment essentiel pour une reproduction normale. Voilà. Donc après, justement, la question aussi, les végétariens, les végétaliens, les femmes enceintes et allaitantes, donc c'est pratique. Et ceux qui sont déficients, à risque de carence ou dont le régime alimentaire peut faire défaut, devraient se concentrer sur l'inclusion de plus de sources d'iode dans les aliments entiers et envisager de prendre des suppléments pour assurer un apport adéquat. Parce que la carence en iode, ça peut entraîner l'obésité, des troubles cognitifs, des maladies cardiaques et des troubles psychiatriques. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser qu'en prison, justement, j'avais lu quelque chose comme quoi la carence en iode provoquait des comportements violents, notamment comment dire, chez les gens en général. Alors, je ne sais plus si c'est sur l'iode ou sur un autre sujet, mais que le mode alimentaire en prison jouait un impact réel sur, j'allais dire, le comportement des détenus, sur leur capacité à se réintégrer dans la société. Est-ce que vous avez travaillé sur le sujet aussi ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Ça, c'est des travaux qui ont été menés à de nombreuses reprises sur plusieurs micronutriments, pas tellement l'iode, c'est surtout sur les sucres rapides et sur les gluten. C'est-à-dire que on a alors gluten, j'ai écrit un article sur justement ce problème-là, c'est que on a fait l'expérience dans un asile psychiatrique, on a cessé le gluten chez les agités et les agressifs. Et leur agressivité a baissé, pas chez tous, mais chez une bonne moitié des 3/4. Et dès qu'on a remis le gluten, ils sont devenus aussi agressifs et dangereux qu'avant. Donc ça c'est très connu. Et puis alors les hydrates de carbone ont été testés dans les écoles maternelles, chez les enfants. Si vous leur donnez beaucoup de sucre, ils sont fous furieux. Si vous leur donnez des protéines le matin au petit déjeuner, des choses plus convenables dans leur alimentation, un petit œuf dur, un petit œuf mollet avec un petit morceau de pain beurré, ils sont très calmes. Si vous les bourrez de céréales avec du sucre, etc., ils écoutent pas, ils sont dissipés et ils vont pas bien toute la matinée. Ça, c'est des choses précises. Pour l'iode, ça a été, à mon avis, pas tellement recherché, mais je vous dis encore une fois, gluten et glucides, c'est une certitude. Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe de Pasteur ou de l'équipe de Béchamp? Faut que je réponde. Je suis comme vous, Nicolas. Très bien. Bonne réponse d'Énarque. Bon, alors non, je vais vous répondre parce que de toute façon, alors là, moi, j'ai bien. Ça, c'est le tome 2 de mes chroniques. J'ai fait 2 articles sur Pasteur et Béchamp. Enfin, j'ai fait 2 articles sur Pasteur et puis derrière, 2 fois Pasteur vole Béchamp. C'est-à-dire toute sa vie, Béchamp a été volé par Pasteur. Il faut comprendre que l'un, bon, ça n'a rien à voir avec le l'iode, mais Pasteur était un chimiste qui n'était pas du tout médecin. Et par contre, Béchamp, c'était un médecin et c'était un président d'université de faculté de médecine. Hein. C'était un gars sérieux. Et Pasteur lui a volé toutes ses découvertes et l'a couvert d'opprobre toute sa vie. Et à chaque fois, il s'est débrouillé pour récupérer à son profit tous les travaux de Béchamp toute sa vie. Et Béchamp, à la fin, a écrit des horreurs sur Pasteur, mais parce qu'il a eu toute sa vie, il s'est fait massacrer sa carrière par Pasteur, qui était très bien vu par les Parisiens, alors que lui, voilà, n'avait pas de charisme.
C'est parce que j'ai fait une émission sur Béchamp récemment avec Alain Scoy, le Ah docteur bah oui. Schmitz et Jean-Philippe Carrère. D'ailleurs, mon invité de demain, Raphaël Duboucher, nous en reparlera via des diapositives où il remet en évidence Béchamp. Donc, je compte sur vous pour être aussi nombreux demain. On va parler du mode de vie quantique. Ça va être passionnant. Et de ce fait, on va reprendre les questions parce que ça s'accumule. Est-ce que l'iode par perfusion est plus efficace que par comprimé? Non. Non. Non, non. Alors là, absolument pas. On joue pas. Alors, on perfuse souvent des produits iodés dans les produits de contraste. On perfuse aussi de la cordarone, mais c'est pareil, c'est un produit iodé, pas du tout de l'iode moléculaire ou du iodure de potassium. Il faut savoir que l'estomac a des cellules pour concentrer l'iode. Donc, pas du tout la peine de se prendre la tête à se compliquer la vie. On avale de l'iode et c'est absorbé remarquablement. Alors, oula. Est-ce qu'on peut soigner d'un Alzheimer avec un apport en iode? Alors, très bonne question. En fait, il faut essayer d'élargir un peu la question, c'est est-ce qu'on peut soigner des démons avec de l'iode? Et alors, la réponse, la réponse, elle est claire. C'est que dans certains cas de démence avancée iodo-carentielle, on arrange pas mal les bidons des gens. Mais on ne peut pas dire qu'on va leur redonner un niveau intellectuel identique à ce qu'il avait à 20 ans. C'est impossible. Si c'est une carence en iode qui a duré 70 ou 80 ans, vous imaginez que le cerveau a pris quand même des défauts majeurs et puis il ne reviendra pas entièrement à l'origine. Mais encore une fois, j'ai déjà vu des gens, des personnes âgées, consommer de l'iode et retrouver un niveau intellectuel et neuropsychique amélioré indiscutable. C'est pas compliqué. On fait une iodurie. On récupère l'iode dans les urines et on regarde si c'est vraiment super bas, eh ben, pas de problème. Les gens sont carencés en iode. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et si vous ne voulez pas faire de iodurie, il y a encore plus simple. Vous regardez ce qu'il y a dans l'assiette de ces gens-là. S'il n'y a aucun produit laitier et aucun produit de la mer, où est-ce que vous voulez qu'il ait trouvé de l'iode? Il n'y a pas d'iode. Donc, il est carencé en iode. Et puis, il faut lui donner de l'iode. C'est simplissime. Donc, concernant l'hyper comme l'hypothyroïdie, si on est suffisamment complémenté en iode, on peut déjà réduire les problèmes? Alors, l'éternel problème. Ce qui fait que 99% de mes confrères restent paralysés devant l'idée de donner de l'iode, c'est qu'ils disent on va faire une hyperthyroïdie, on va créer des hyperthyroïdies ou des hypothyroïdies aux gens. C'est ce qu'on appelle l'effet Volchenkov. C'est une stupidité insondable. Et ceux qui veulent comprendre comment on peut se tromper en médecine autour de dogmes, eh ben voilà un dogme imbécile qui a fait Flores depuis 1950. Et les gens continuent à apprendre l'effet Volchenkov en fac de médecine, cette espèce d'histoire de deux gars qui ont filé de l'iode à des rats en laboratoire et puis qui ont décrit un truc qu'ils n'ont même pas décrit correctement. Ils l'ont jamais décrit chez l'être humain. Et derrière, ça reste une pensée complètement automatique chez les médecins. On donne pas d'iode parce que c'est dangereux. Je rappelle qu'il y a un seul produit, pas un seul, mais il y en a un qui est principalement, qui peut donner des problèmes thyroïdiens graves, et il est iodé. Donc certains médecins pensent que c'est l'iode qui rend qui donne les pathologies propres. Mais c'est pas du tout l'iode, c'est la molécule. Le produit s'appelle la cordarone. C'est un produit qui est utilisé en cardiologie pour régulariser le rythme cardiaque. Il est ultra dosé en iode, personne ne le sait, mais tout le monde sait qu'il y a de l'iode dedans. Et tout le monde pense que c'est l'iode de la cordarone qui est toxique et qui donne des hypo et des hyperthyroïdies. C'est une connerie, c'est faux. C'est la cordarone qui donne des hypos et des hyperthyroïdies, et c'est facile à prouver, parce que la cordarone, elle donne des pathologies pulmonaires, des pathologies oculaires, des pathologies cutanées, des pathologies rénales, des pathologies de tout, et l'iode ne donne pas tout ça. Donc ça vous démontre de manière indiscutable que ça n'est pas l'iode qui donne des hypos ou des hyperthyroïdies, mais certains produits de contraste ou certains produits médicamenteux sont toxiques.
donc donne des pathologies d'hypo ou d'hyper. Moi, je n'ai jamais vu une hypothyroïdie. Pourtant, il y a des milliers de patients qui ont lu mon livre et qui bouffent de l'iode et qui m'écrivent. Donc, jamais j'ai vu une hypothyroïdie, et j'explique dans mon livre que les gens qui ont été en hypothyroïdie très longtemps et qui ont des nodules sur leur thyroïde ont parfois un passage en hyperthyroïdie. C'est ce qu'on appelle une autonomisation des nodules. C'est-à-dire qu'ils ont un nodule qui ne répond plus à la commande des autres hormones et qui fabrique trop d'hormones thyroïdiennes. C'est vraiment pas du tout un problème. On peut même se permettre, dans certaines formes d'hyperthyroïdie pas du tout grave, de laisser l'iode, parce que ça se guérit tout seul. Mais quand les gens commencent à monter dans les tours et être pas du tout bien en hyperthyroïdie à cause de leur iode, à cause de l'autonomisation du nodule, eh bien, on arrête l'iode et puis ça s'arrête. Voilà. Donc, aucune inquiétude à ce niveau-là. Il y a beaucoup de questions en fait sur est-ce qu'on peut prendre de l'iode mais avec autre chose. Par exemple, si c'est avec du sélénium, avec du ciel de Négaré. En fait, il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir si l'iode tout seul, par exemple, je remonte une énième fois et attention, ce n'est pas de la propagande que je fais, c'est parce que c'est en accord avec le docteur Reliquet qui le recommande, le Iodix, hein, j'ai mis le site internet dans le chat, mais est-ce que par exemple si on prend ça plus du ciel de Nigari ou plus autre chose, etc. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut prendre juste ça, juste le Iodix, sans rien? Tout dépend, c'est là où la médecine intervient. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la supplémentation. Si vous avez une pathologie, ça devient médical. Si, par exemple, vous déclenchez une hypothyroïdie, je pourrais être amené à vous dire, madame, vous manquez d'iode, et on va vérifier tous les cofacteurs que la thyroïde va utiliser pour fabriquer vos hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que pendant qu'on y est, puisqu'on vient déjà de découvrir que vous avez une carence en iode, on va quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres carences qui vont nous gêner. On va vous donner de l'iode et puis ça va pas aller mieux. Pourquoi? Parce que il vous manquera peut-être aussi autre chose pour que votre thyroïde fonctionne à plein. Le sélénium, c'est typiquement, alors c'est un produit qui est rare, mais dont on a peu de carences en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest du Sud. Sud-Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Europe du Nord qui est très carencée en sélénium. Les pays, les Scandinaves, etc., ceux-là ont des problèmes de sélénium. Nous, en France, Belgique, Suisse, tout ça, on n'a pas ces soucis-là. Mais encore une fois, ça peut arriver, mais on fait un dosage. C'est remboursé par la Sécu. On peut vérifier la sélénémie, c'est le dosage de sélénium. Alors, le magnésium, encore une fois, c'est ma grosse marotte en ce moment. J'en parle tout le temps. Je démontre, c'est facile aussi, que les sols sont très appauvris en magnésium. Alors là, c'est pas à cause des lessivages, c'est à cause des pesticides. Ça a enlevé le magnésium. Bon, enfin bref. Donc, c'est encore autre chose. Donc, on peut effectivement avoir beaucoup de carences associées à des carences en iode. Ça, c'est très possible. Mais encore une fois, là, ça devient médical parce que c'est au médecin de dire on va faire un dosage de ceci, de cela, pas de ça, mais il faut ça. La vitamine A est fondamentale, les vitamines du groupe B sont fondamentales, le fer est fondamental dans la thyroïde aussi. Donc, si les femmes qui ont des grosses anémies, en général, anémies par carence en fer, elles ont des thyroïdes qui fonctionnent très mal à cause de la carence en fer. Donc, si on veut que ces femmes récupèrent un bon fonctionnement de thyroïde, on est obligé de leur dire, madame, il faut régler ce problème de fer. Si elles sont végé, ce qui arrive, végétariennes, on leur dit, madame, je vais vous donner des comprimés parce que on n'y arrivera jamais. Ah, mais je mange des épinards. Bah non, ça suffira jamais. Donc voilà, il faut, à un moment donné, ça devient médical. Voilà. Mais encore une fois, oui, on peut avoir plusieurs carences en même temps. D'accord. Donc c'est ça, la réponse, c'est on peut prendre de l'iode avec de la vitamine B2, machin, voilà, on peut faire plusieurs mélanges. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, je ne suis pas médecin, donc je ne donne aucune suggestion ni conseil. Donc contactez votre médecin traitant ou un médecin, j'allais dire, de confiance, si je puis dire, et puis posez-leur la question si vous avez des doutes. Alors, je ne sais plus quelle question poser parce qu'il y en a tellement. Alors, la supplémentation doit-elle être à long terme si l'alimentation ne couvre pas les besoins? Le dosage régulier de la iodurie a-t-il un intérêt clinique pour adapter ou arrêter la supplémentation? Alors, c'est deux excellentes questions. Alors, la première question, est-ce qu'il faut le prendre longtemps?
j'ai envie de lui dire, quand il a besoin votre internaute a besoin d'oxygène un peu tout le temps, s'il arrête de respirer 2 minutes, il va vite se rendre compte que la carence en oxygène, c'est pas bon pour la santé. C'est exactement la même chose pour l'iode. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous avez pris beaucoup d'iode pendant de nombreux mois, vous avez saturé tous vos tissus. Donc, vous n'avez pas un intense besoin, vous pouvez arrêter 3-4 jours de consommer de l'iode. Il faut comprendre que vous risquez de vous retrouver avec un taux d'iode circulant dans le sang très bas d'un coup, puisque vous en aurez plus. Donc, si vous croisez un virus de grippe ou je sais pas quoi, vous pouvez très bien déclencher la maladie parce que vous n'avez plus l'iode d'alimentaire. Vous ne l'avez pas pris. Donc, voilà. Il vous reste l'iode tissulaire, mais c'est pas forcément suffisant. Donc, voilà, vous en avez besoin, un peu comme on a besoin d'oxygène de manière permanente. Voilà. Quelle était la deuxième question? Qu'est-ce qu'il nous a Alors, la demandé? deuxième question, c'était... Oh, putain, ça... Je l'ai perdu, la question, là. Est-ce qu'il faut en prendre tout le temps? Et puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Je trouve pas, parce que en fait, ça s'enchaîne au fur et à mesure. Bah, Donc, façon, j'ai sinon, perdu. ça va peut-être me revenir. Alors, Hélène nous demande comment faire quand mon médecin refuse de me prescrire une iodurie. Je suis hypothyroïdienne traitée par lévothyrox depuis plus de 20 ans sans jamais avoir été testée. Eh ben oui, c'est honteux. Ben oui, je suis d'accord. Alors, faut qu'elle sache que stricto sensu. Voilà ce que c'est que. Faut comprendre la législation. Quand un dosage est remboursé par la Sécu, c'est obligatoirement un médecin qui fait l'ordonnance. Là, il se trouve que c'est pas remboursé par la Sécu. Donc, les laboratoires ne devraient pas avoir le droit de refuser de réaliser une iodurie, puisque c'est vous qui payez. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dès lors que vous payez. Voilà. Donc, la iodurie, ça coûte une trentaine d'euros, un peu plus si vous faites une iodurie de 24 heures, parce que vous allez lui rapporter toutes vos urines de la journée. C'est d'ailleurs la iodurie que je conseille de faire, c'est la plus précise. Donc, ça coûte une quarantaine d'euros, et vous lui dites, mais je veux réaliser une iodurie. Et puis, vous pouvez éventuellement lui montrer mon bouquin et lui dire, mais c'est pas parce que mon médecin sait pas qu'il faut le faire qu'il faut pas le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Et j'ai droit d'avoir un niveau d'iodurie. Alors, sinon, vous avez une autre solution. Vous allez vous adresser à l'étranger. Alors, je vous donne un labo, le laboratoire ex-Barbier. Ah ben non, mais Barbier, c'est un Français. Barbier, c'est à Metz. Alors, eux, ils vont vous envoyer un kit de prélèvement urinaire. Ça va être plus cher parce qu'il faut rajouter le chronopost, etc. Vous demandez un kit par Internet au laboratoire Barbier à Metz. Et puis les Belges, ils demandent un kit au laboratoire LIMS, L-I-M-S. Et puis on leur envoie un kit et puis les gens font leur iodurie, voilà, normalement. Et évidemment, quand on tombe sur le poteau rose, on est énervé de savoir qu'en plus, on vous a interdit de vous doser. Non, mais on rêve. Alors, il y avait une question qui avait été posée. Ça défile tellement vite. Je vous avais dit que l'émission était très attendue. Là, je cumule presque 100 questions. Donc, imaginez, c'est incroyable. Alors, merci déjà à tous pour vos questions. Posez-les simples, claires, précises, qu'on ne perd pas de temps. Et pas de commentaires dans le chat. Là, c'est que les questions et rien que les questions, sinon c'est viré. Voilà, parce que moi, je trie, les modérateurs trient. On n'a pas que ça à faire. Donc, soyez gentils, respectez la modération. Alors, il y avait une question que je voulais vous poser. Ah, voilà. C'est celle de Rafik qui nous demande, puis-je donner une goutte d'iode de 5% pour un bébé de 3 mois dans un biberon? C'est trop dosé, 5%. C'est trop dosé. Trop dosé, ça va lui brûler l'œsophage. Niet. D'accord. Ah oui, la question sur les algues, parce que justement, on me demande, alors souvent nos enfants nous demandent quelle est l'algue la plus iodée. Qu'est-ce que vous recommandez comme type d'algue, puisque vous parliez des Moyen-Orientaux tout à l'heure? Les plus iodés, on va aller vite maintenant parce que je vois que ça tourne. Kelp, Coco Royal, si possible fraîche, pas séchée, parce que si c'est séché, elle a peut-être été chauffée pour le séchage. Et on aura perdu l'iode au moment du séchage. Donc, comment vous l'appelez, l'algue? Le kelp, K-E-L-P. Ah, K-E-L-P, d'accord. Le kumbu, Q-U-M-B-U, Royal. Ça, c'est les deux têtes de gondole. Attention, quand vous prenez de l'algue, vous ne savez pas quelle quantité de d'iode vous prenez. Vous savez que vous prenez beaucoup d'iode,
mais vous ne savez pas du tout quelle quantité vous prenez. C'est le problème. Deuxième problème avec les algues, c'est très concentrateur en iode, mais c'est aussi très concentrateur en métaux lourds. Donc, si vous ne savez pas d'où vient lequel pour le Kumbu Royal, s'il a été récupéré à côté d'une batterie de bagnole qui a été envoyée par le fond, elle aura récupéré les métaux lourds de la batterie et vous allez avaler ça. Donc, attention avec les algues, hein, c'est pas si simple. On vit dans un monde pollué. Donc, l'algue, si elle est parfaite, c'est nickel. Si vous en consommez la bonne quantité, ça va être parfait, mais vous allez jeter la pièce en l'air parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et puis, si par contre l'algue est polluée, bah là, vous allez vous déglinguer la santé. Donc, je vous conseille pas vraiment, sauf si vous connaissez bien votre lieu de prélèvement, le faites pas. Question de Nas0777 qui nous dit bonsoir. Peut-on avoir l'avis du docteur sur le silicium et le protocole de Loïc Le Ribot qui a été combattu? Non, alors on va pas parler de Loïc Le Ribot ce soir. Le silicium, c'est un produit qui est utilisé, ça n'a rien à voir avec l'iode, hein. C'est un produit qui est utilisé dans le traitement des pathologies arthrosiques et des pathologies tendineuses. C'est tout à fait intéressant. Le silicium organique est utilisé, c'est une forme minérale assez chère qui est utilisée essentiellement, pas essentiellement, mais beaucoup par les sportifs qui ont des problèmes de tendinite chronique. Voilà. Silicium, c'est un bon produit, mais encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga. Généralement, les gens qui utilisent du silicium, c'est soit des arthrosiques. À mon avis, il y a d'autres produits. Et les sportifs, eux, n'ont pas le choix parce qu'ils se foutent dans le rouge tout le temps au moment des entraînements. Donc, ils sont sous silicium organique quasiment toute l'année. Alors, concernant Cardi nous dit, faisant de l'hypertension et du cholestérol, peut-on prendre de l'iode? Largement. Encore une fois, vous allez voir que votre métabolisme va augmenter de vitesse, donc vous allez consommer votre cholestérol. Mais encore une fois, ne commencez pas à faire tourner la conf sur le cholestérol. Ça n'est pas toxique, le cholestérol. Voilà. Et quand on fera une émission spéciale là-dessus, on va essayer de faire un truc en évidemment. Et quand on vieillit, le cholestérol monte parce qu'on fait moins d'hormones. Donc, il faut savoir que le noyau de cholestérol, c'est le début d'une hormone. Voilà, d'une hormone sexuelle. C'est un noyau de cholestérol. Donc, évidemment, quand vous vieillissez, vous fabriquez moins de testostérone, moins d'œstrogène, moins de progestérone, etc., etc. Donc, il y a plus de cholestérol disponible. Ne croyez pas que ça vous tuera parce que ça va se déposer dans vos artères. Ça, c'est du flan, c'est de la connerie, c'est pas vrai. Bon. Ah oui, quel sel de table vous recommandez à ce moment-là? Ah bah, un sel de table iodé, non fluoré, parce que il y a aussi les industriels qui vous font du fluoré, mais après, ils ont peur qu'il y ait des bactéries qui se développent dans leur sel, alors ils foutent un fluor pour tuer les bactéries. Mais le fluor, c'est aussi un halogéné et ça va aussi participer. Alors, déjà, c'est toxique pour la thyroïde, mais en plus, ça va participer à l'évaporation de l'iode. Donc, débilissime 3 fois. Sel iodé non fluoré. Voilà. Ok. Alors, puis-je, pendant les périodes d'asthme, augmenter les 20 gouttes de Lugol 1% que je prends quotidiennement? C'est pas le Lugol qui lui manque à cette personne, c'est la vitamine D. Il faut avoir des taux de vitamine D bien plus élevés que ce que vous proposent les laboratoires français. Il faut poser sa vitamine D3 aux alentours de 80 à 100 nanogrammes par millilitre. Et pour avoir ces doses-là, il faut en prendre beaucoup de la vitamine D. Et pas les vagues produits proposés aujourd'hui à quelques centaines d'unités internationales par jour. C'est bien plus, c'est plusieurs milliers d'unités internationales par jour. Et là, ces gens-là vont s'apercevoir, les asthmatiques, que leur asthme va beaucoup mieux. Donc, l'objectif, c'est 80 à 100 de vitamine D3 dans le sang. Voilà. Et son asthme ira très bien. Est-ce que les bouffées de chaleur de la ménopause peuvent être liées à un manque d'iode? Non. Les bouffées de chaleur de la ménopause, c'est un problème d'hormones sexuelles pures. En revanche, si vous êtes carencé en iode, vous aurez le double effet qui se coule.
vous aurez à 50 ans le début des troubles, ce qu'on appelle du climatéaire, c'est-à-dire j'ai trop chaud, j'ai trop froid, je vais pas bien. Et puis derrière, la carence en iode qui va vous dire je suis frileuse, je suis fatiguée, je suis molle, etc. Donc attention aux deux. Parce que concernant l'iode, si on a par exemple des problèmes de dos, des problèmes musculaires, etc., est-ce que c'est aussi une question de carence ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors, c'est une bonne question. La réponse est plus complexe. Les gens qui ont des grosses carences en iode sont des polyalgiques. Ils ont mal partout parce que leurs muscles, leurs tendons, leurs articulations sont aussi en carence d'iode. Dès lors, alors on dit souvent, on traite les gens de fibromyalgiques. Oui. Ah, c'est une fibromyalgie. Alors, La maladie de la semaine, on dit. voilà, prenez les antidépresseurs parce que vous êtes folle. Vous avez une fibromyalgie, vous êtes folle. Antidépresseurs, et puis vous les mettez sous iode et vous vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout fibromyalgiques, ils étaient juste en carence d'iode. Et alors là, en général, c'est les femmes, qu'on a traitées de folles, et qui sont extrêmement en colère quand elles comprennent qu'on les a traitées de folles pendant des années, alors qu'elles étaient juste carencées en iode. C'est la vie. J'essaie de digérer en même temps toutes les infos parce que en fait, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, finalement, par exemple, à titre personnel, je prends des sardines, du maquereau, etc. Bon, c'est excellent pour la santé. Alors là, on parle des oméga 3. Là. Oméga 3, voilà. Les œufs, bah, pareil. Ce genre de choses. Donc, bon, on a déjà ce qu'il faut. Alors, je regarde si, et puis après, on va terminer. Merci pour toutes les questions qui sont posées, qui sont très intéressantes. Et merci, Vincent, de prendre le temps d'y répondre. Est-ce que la spiruline et la chlorella contiennent de l'iode? Non, ce sont des produits qui sont préparés dans l'eau douce. Donc, il n'y a pas d'iode. D'accord. Peut-on se détoxifier d'une saturation en brome de la thyroïde? Ah bah bien entendu. Alors là, c'est une partie de mon bouquin où j'explique que les militaires américains ont intoxiqué leur GI pendant la première guerre du Golfe. Avec, ils avaient prévu de leur mettre un produit contratoxique contre les gaz de combat, et c'était un produit bromé qui les a tous mis dans le coma. Il y a eu une armée complète de mecs comateux en Irak. Ça a été une catastrophe parce que ils avaient surdosé leurs hommes. Et donc, ils les ont perfusés avec des sérums de salé et ils ont lâché leur brome comme ça. En fait, le brome se décroche assez bien quand on fait des diurèses au sel. C'est-à-dire qu'il faut donner à boire aux gens salé. J'explique dans mon bouquin, il y a une diurèse au sel. Justement, alors, à mon avis, en France, on n'en a pas besoin de démarrer des diurèses au sel, mais les Américains sont bien plus bromés que nous, bien plus fluorés, sont bien plus malades que nous. Et eux, avant de commencer à prendre de l'iode, ils feraient bien de commencer par pisser leur cochonnerie. Mais chez nous, c'est pas la peine. Alors, cher Vincent, j'arrête de vous poser des questions, plutôt le public arrête. Déjà, un grand merci pour cet ouvrage. Alors, je précise au public, rassurez-vous, on va trouver un juste milieu pour les questions. Déjà, je vous conseille de lire le livre, Les pouvoirs de l'iode. Je vais négocier avec les éditions Gris Trait Daniel pour faire des lectures audio ciblées. Ce sera un complément à l'émission de ce soir. Une fois que ce sera fait, une fois que la plupart des gens auront lu ou auront écouté le bouquin, si jamais il y a des questions à laquelle il n'y a pas eu de réponse, vous m'envoyez un mail. Mon mail est en bandeau là, d'accord? Comme ça, on ne va pas harceler Vincent qui a déjà beaucoup de travail. Et si jamais il y a des questions vraiment spécifiques, etc., je ferai le relais avec Vincent qui me répondra et je ferai le relais avec la personne. Est-ce que ça vous va, Vincent? Parfait. Parfait. Merci voyez, de faire l'interface. Voilà, je ferai l'interface. C'est toujours un plaisir d'être reçu par vous, Nicolas. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Je pense qu'on a essayé de donner quelques éclairages. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce bouquin. J'espère que ça les amusera autant que ça les instruira. Voilà. Et pour l'Iodix notamment, vous m'envoyez un mail si vous voulez. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour faire des conseils médicaux, etc. Alors, dernière chose, ce qu'il faut savoir, c'est si Iodix est en rupture de stock, ce qui arrive régulièrement, parce que j'avoue, depuis la sortie de mon livre, il y a beaucoup d'achats. Vous avez le deuxième produit américain qui est exactement identique, qui s'appelle Iodoral, IODORAL,
que vous trouvez sur tous les sites marchands, y compris les plus énormes. Yodoral, Iodix, même combat, c'est le même produit, mais Iodix est moins cher que Yodoral. Et Nicolas comme moi, nous sommes rétribués par personne, absolument. ni par Yodoral, ni par Ludol. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà. Je travaille pour personne. C'est un cadeau qu'un ami énergéticien m'a fait. Est-ce que ce produit-là est bon pour vous? Oui, mais alors, vous voyez, il est à 51 €, mais il y a 180 comprimés. Voilà, c'est ça. En fait, donc, si jamais, c'est un des sites les moins chers, Herb. Donc ça, c'est aussi un très très bon produit, hein, aucun problème. Voilà, donc comme ça, vous avez ça. Le lien pour commander le bouquin est en description. C'est aux éditions Guitry Daniel que je salue pour leurs excellentes publications, dont les vôtres. Merci Vincent. Demain, on n'oublie pas, à 19 h, on va parler de mode de vie quantique en réalité. Donc, je montre aux auditeurs, petit partage d'écran, on va dire auto-promo pour demain. Voilà, comme ça, demain, le choix de vie quantique, le parcours atypique de Raphaël Duboucher. Et on va reparler justement de Béchamp, on va parler de Philippe Bobola, on va parler aussi de Philippe Guillemant. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Du niveau. Voilà. Merci pour tout, Vincent. Bonne soirée à vous. À très vite. Et puis, hâte d'avoir votre prochain livre. Est-ce que vous avez un projet d'ailleurs Il y a le tome 4 des chroniques qui sort en mars. Très bien. Bah, écoutez, on se tient au courant. En tout cas, très bonne fin d'année à vous. Et merci à tous. Nicolas. Merci à vos auditeurs. À bientôt. Bonne lecture. Amusez-vous.